Dans l'analyse de la scène politique camerounaise contemporaine, une question revient avec une insistance particulière, presque dérangeante pour certains acteurs et profondément révélatrice pour d'autres, celle de savoir si l'opposition n'est pas en train de se transformer en son propre obstacle principal, non pas uniquement à cause de la répression, des contraintes institutionnelles ou de la domination d'un système politique structuré autour de Paul Biya, mais en raison de dynamiques internes qui relèvent de ses propres choix stratégiques, de ses divisions, de ses rivalités et parfois de ses contradictions profondes, car pour comprendre la situation actuelle, il ne suffit pas d'observer la relation entre pouvoir et opposition, il faut aussi analyser la relation de l'opposition avec elle-même, une relation qui, au fil du temps, semble s'être complexifiée au point de produire ses propres blocages, ses propres limites et parfois même ses propres défaites, et c'est précisément dans cette zone grise que se situe le cœur du problème, car une opposition efficace ne se définit pas seulement par sa capacité à critiquer le pouvoir en place, mais aussi par sa capacité à se structurer, à se coordonner, à construire une vision commune et à maintenir une discipline stratégique minimale. Or dans le cas camerounais, ce qui frappe l'observateur attentif, c'est la fragmentation persistante des forces opposées au régime, une fragmentation qui n'est pas seulement numérique mais aussi idéologique, personnelle, régionale et parfois même générationnelle, ce qui crée un paysage politique éclaté où chaque acteur semble évoluer selon sa propre logique, avec ses propres priorités, ses propres objectifs et ses propres temporalités, et dans un tel contexte, la question n'est plus seulement de savoir pourquoi l'opposition ne gagne pas, mais pourquoi elle peine même à apparaître comme un bloc cohérent capable de peser durablement sur les équilibres du pouvoir, et pour répondre à cela, il faut entrer dans les mécanismes internes de cette opposition, comprendre comment elle s'est construite historiquement, comment elle s'est transformée au fil des cycles électoraux, et surtout comment certaines dynamiques internes ont progressivement renforcé ces divisions au lieu de les réduire, car contrairement à une idée simpliste selon laquelle l'opposition serait uniquement affaiblie par des facteurs externes, il existe aussi des logiques internes qui contribuent à sa difficulté à s'unifier, notamment la personnalisation excessive des leaderships politiques, où chaque figure majeure devient non seulement un acteur politique mais aussi un centre de gravité autonome, parfois difficilement conciliable avec d'autres centres de gravité, et cette configuration crée une compétition implicite permanente, même lorsque les discours publics évoquent l'unité, car derrière les déclarations de principe, les calculs politiques restent souvent divergents, notamment sur la question des alliances, des stratégies électorales et des rapports au système en place, ce qui rend toute coordination durable extrêmement difficile, et c'est dans ce contexte que des figures comme Maurice Kamto apparaissent comme des pôles majeurs mais aussi comme des sources de polarisation interne, non pas nécessairement en raison de leurs intentions, mais en raison de la structure même du champ politique dans lequel ils évoluent, un champ où la légitimité se construit souvent dans la confrontation plutôt que dans la coopération, ce qui pousse les acteurs à se différencier plutôt qu'à se fondre dans un projet commun, et cette logique est renforcée par un autre facteur fondamental, la gestion du temps politique, car dans une opposition fragmentée, chaque acteur n'a pas la même lecture du calendrier, certains privilégient les cycles électoraux immédiats, d'autres pensent en termes de transition longue, d'autres encore adoptent des stratégies d'attente ou de repositionnement, ce qui crée des désynchronisations constantes qui empêchent la construction d'une stratégie unifiée, et ces désynchronisations ne sont pas simplement techniques, elles traduisent aussi des visions différentes du rapport au pouvoir, certains considérant qu'il faut une confrontation directe, d'autres estimant qu'il faut infiltrer ou composer avec le système, et d'autres encore privilégiant une logique de survie politique en attendant des conditions plus favorables, et lorsque ces logiques coexistent sans mécanisme d'arbitrage efficace, elles produisent inévitablement des tensions internes, des accusations réciproques, des ruptures et parfois même des conflits ouverts entre anciens alliés, ce qui alimente l'impression d'une opposition qui se neutralise elle-même avant même d'affronter pleinement son adversaire principal, et cette dynamique est d'autant plus importante qu'elle se joue désormais dans un environnement où la communication numérique amplifie chaque divergence, chaque désaccord, chaque critique interne, transformant des différences stratégiques en affrontements publics visibles, ce qui renforce encore la perception d'un camp divisé et affaibli, et dans ce contexte, la question centrale devient de savoir si cette fragmentation est le résultat d'un simple désordre politique ou si elle est devenue une caractéristique structurelle de l'opposition camerounaise contemporaine, une sorte de configuration stable où les divisions ne sont plus des accidents mais des éléments constitutifs du fonctionnement du système politique lui-même. Dans toute analyse sérieuse de la dynamique politique camerounaise, une question revient avec une insistance particulière, celle de savoir si les divisions, les rivalités et les affrontements visibles entre forces politiques ne constituent pas, au-delà de leur apparente spontanéité, un facteur qui renforce directement ou indirectement le maintien au pouvoir de Paul Biya, car au premier regard, il est tentant de voir le régime comme un acteur simplement réactif, confronté à une opposition fragmentée et parfois désorganisée,
mais une lecture plus profonde oblige à considérer une hypothèse plus structurelle, celle selon laquelle le système politique en place ne se contente pas de subir ces divisions, mais en tire potentiellement des bénéfices stratégiques réels, non pas nécessairement par une manipulation directe et constante, mais par une capacité d'adaptation et d'exploitation des failles existantes dans le champ politique, et pour comprendre cela, il faut d'abord déconstruire une idée simpliste souvent répandue dans le débat public, celle selon laquelle le pouvoir ne se maintiendrait que par la répression ou par la contrainte institutionnelle, car dans un système politique aussi ancien, aussi stabilisé et aussi centralisé que celui du Cameroun, le maintien du pouvoir repose également sur des mécanismes plus subtils, plus diffus et plus structurels, qui incluent la gestion du temps politique, la fragmentation des forces concurrentes, la cooptation partielle des élites et la capacité à transformer les tensions politiques en un équilibre contrôlé, et dans cette perspective, les divisions observées au sein de l'opposition ne sont pas seulement des faiblesses ponctuelles, elles deviennent des variables intégrées dans le fonctionnement global du système, ce qui signifie que même si elles ne sont pas nécessairement créées par le régime, elles peuvent être utilisées, amplifiées ou simplement laissées se développer dans des conditions qui favorisent indirectement la stabilité du pouvoir en place, et c'est dans cette logique qu'il faut analyser les effets de la confrontation politique actuelle, car lorsque les forces d'opposition sont divisées, elles peinent à produire une stratégie unifiée, elles peinent à coordonner leurs actions, elles peinent à mobiliser une base électorale cohérente et surtout elles peinent à imposer un rapport de force structuré face à un pouvoir centralisé, ce qui crée un déséquilibre fondamental dans le champ politique, et ce déséquilibre constitue en lui-même un avantage stratégique majeur pour le régime, car il réduit la probabilité d'une alternance coordonnée, il augmente les coûts de l'unité pour l'opposition et il transforme chaque tentative de coalition en exercice complexe, fragile et souvent temporaire, mais cette lecture reste encore incomplète si l'on ne prend pas en compte un autre élément essentiel, à savoir la capacité du régime à se positionner comme l'axe de stabilité dans un environnement politique perçu comme incertain, car dans de nombreux contextes politiques, la stabilité devient une ressource politique en soi, et lorsque les forces d'opposition apparaissent divisées, conflictuelles ou incohérentes, le pouvoir en place peut renforcer son image de continuité et de prévisibilité, ce qui constitue un avantage important, notamment dans ses relations internes comme externes. Et c'est dans ce cadre que les divisions politiques prennent une dimension supplémentaire. Elles ne sont plus seulement des conflits internes à l'opposition, elles deviennent des éléments de perception qui influencent la manière dont le système est évalué par la population et par les acteurs internationaux, et cette dimension perceptuelle est centrale, car elle agit sur la légitimité, sur la confiance et sur la projection du futur politique du pays. Il faut également considérer que dans un système aussi longuement structuré autour de la continuité du pouvoir, les dynamiques politiques ne sont pas uniquement électorales, elles sont aussi institutionnelles, administratives et relationnelles, ce qui signifie que le régime ne dépend pas uniquement de la performance électorale immédiate pour se maintenir, mais aussi de la solidité de ses réseaux, de la fidélité de ses relais et de la cohérence de son appareil d'État, et dans ce contexte, la fragmentation de l'opposition réduit mécaniquement la pression exercée sur ces structures, car elle empêche la formation d'une alternative capable de les concurrencer de manière globale et coordonnée, et c'est précisément cette absence de concurrence structurée qui peut être interprétée comme un avantage indirect mais réel pour le maintien du régime, non pas dans une logique de contrôle total des opposants, mais dans une logique d'environnement politique déséquilibré où les forces concurrentes ne parviennent pas à atteindre un niveau de cohésion suffisant pour transformer leur potentiel en capacité effective de changement, et cette situation crée un paradoxe intéressant, car plus l'opposition semble active, visible et présente dans le débat public, plus elle peut en réalité contribuer, malgré elle, à renforcer la stabilité du système en place si cette activité n'est pas accompagnée d'une coordination stratégique efficace, ce qui ouvre la voie à une analyse plus fine des mécanismes par lesquels cette dynamique se reproduit, et qui sera développée dans la partie suivante.